Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui le professeur Rudolf Hensch dans le cadre de notre convention avec l'Institut archéologique allemand. Monsieur Hensch a étudié à Cologne. C'est à Cologne encore qu'il a fait en 1991 sa thèse sur les chefs-lieux de province, les sièges des gouverneurs et de l'administration provinciale sous l'Empire, qui a été publié sous ce titre et a reçu plusieurs prix allemands et internationaux. 10 ans plus tard, il a fait, toujours à Cologne, son habilitation sur le financement de la construction d'églises dans l'Antiquité tardive et le problème de l'évergétisme antique. Et depuis, il a continué ses recherches, bien entendu, et a occupé divers postes de professeur invité en Allemagne ou en France, où il a été invité par l'École des hautes études en sciences sociales, puis par l'École pratique des hautes études. Et depuis 2004, il est deuxième directeur de la Commission pour l'histoire ancienne et l'épigraphie de l'Institut archéologique allemand à Munich, poste auquel est lié, donc, comme je le disais, son invitation dans le cadre de notre collaboration. Depuis 2008, il est aussi professeur extraordinaire à l'Université de Munich, qui est évidemment voisine de l'Institut où il travaille. Je passe sur ces très nouveaux articles qui sont très souvent dans ce domaine, mais non sans mentionner qu'il est l'auteur de 14 articles écrits en français, ce qui est quand même très bien, pour vous signaler aussi parmi d'autres volumes qu'il a qui sont des colloques en fait qu'il a co-organisés et co-publiés. Il y a un volume sur gouverner et administrer le quotidien de l'administration de l'Empire romain sous l'Empire. C'était les actes d'un colloque international de 2005 qui a été publié en 2007. Et puis il y a aussi l'édition de autoprésentation, si vous voulez, et communication, la publication de documents publics sur pierre et sur bronze dans le monde romain, qui était encore un colloque international qui a eu lieu à Munich. Ce sont des livres avec des articles en plusieurs langues et les titres sont en allemand. Donc, si vous regardez sous son nom, vous les trouverez sous un nom allemand. Rudolf Hensch a toujours travaillé sur l'administration provinciale, sur les gouverneurs, les commandants de légions et de régions, aussi bien que sur les bureaux et personnels qu'il dirigeait. Il s'est aussi intéressé à des fonctions religieuses, païennes ou chrétiennes, toujours dans les administrations, armées, cités de l'Empire. C'est aussi de ce domaine de l'administration de l'Empire qu'il nous parlera au cours de ces 4 conférences. Les différences dans l'unité, ou bien, ajouterais-je, l'unité en conservant les différences. Tel est, en quelque sorte, le sujet général de ces cours. Vous savez que c'est là, sans doute, une des grandes originalités de l'Empire romain. Déjà, il y a quelques années, Clifford Andow nous a parlé de ce type de questions, mais du point de vue juridique. Comment gouverner juridiquement cette multitude sans tout détruire et sans dénaturer Rome? Aujourd'hui, c'est sous l'angle de l'administration publique que cette question est abordée. Un sujet très important, car il faut bien accepter, malgré les différences, que les procédures de gouvernement romaines étaient les mêmes partout, ce qu'on oublie souvent. En France, notamment, on s'imagine que les Français de l'époque étaient des Gallo-Romains, plutôt que simplement des Romains vivant dans un contexte qui, autrefois, était gaulois, et que ces procédures étaient en quelque sorte unifiées, mais justement avec les différences. M. Hensch prendra 4 provinces comme exemple, en couvrant ainsi, disons, presque toutes les régions de l'Empire, en prenant 4 exemples représentatifs. Nous nous réjouissons de vous entendre, cher Rudolf, et je vous donne la parole. Merci. Mesdames et Messieurs, chers collègues et amis, il est un grand honneur et plaisir pour moi de présenter quelques de mes idées à un lieu si renommé et à un auditoire si illustre et savant.
Je remercie John Scheid et le professeur du collège très profondément pour cette possibilité. Malheureusement, mes reconnaissances de la langue de la culture européenne ne m'offrent pas la possibilité d'exprimer ma gratitude et ma reconnaissance au degré souhaité. J'ai même mes doutes si elles sont à l'auteur de ma tâche de discuter les différences dans l'unité, c'est-à-dire les traits communs et les adaptations spécifiques du gouvernement provincial romain dans un empire avec tant de particularités dans l'espace et dans le temps. En 1966, un jeune chercheur anglais publia son deuxième livre en allemand et pas en anglais. Le titre de l'ouvrage était « Das Römische Reich und seine Nachbarn, l'Empire romain et ses voisins ». Le livre était le premier essai d'une histoire de Provence, leurs différences et leurs caractéristiques communes d'après le tome 5 de l'histoire romaine de Theodor Mommsen. 11 ans plus tard, le nom de jeune Fellow of the Queen's College fut très connu en raison d'un autre livre, intitulé The Emperor in the Rome World. Mais même si The Emperor in the Rome World est l'opus le plus célèbre et le plus influent de Fergus Miller, l'ouvrage Das Römische Reich und seine Nachbarn est également un témoignage d'une née fin pour le développement de la recherche dans le sens de l'Antiquité. Et l'image que Fergus Miller a tracée du gouvernement romain dans Das Römische Reich und seine Nachbarn, comme dans The Emperor in the Rome World, est devenue la dominante pour les prochaines décennies, au moins dans le cas de la plupart des historiens anglophones et allemands. Gouverner l'Empire romain et ses provinces était toute une autre chose qu'administrer dans notre temps. Le gouvernement romain était composé d'un petit nombre de personnes sans connaissances spécifiques et n'avait jamais aucun caractère bureaucratique. Gouverner était réagir et pas agir. Plus généralement, dans les presque 50 ans qui suivent l'apparition de l'ouvrage Das Römische Reich und seine Nachbarn, l'histoire individuelle de Provence, mais également celle des caractéristiques communes du gouvernement romain, sont devenues des thèmes importants dans les études antiques. Il y a plusieurs raisons pour ce développement. Pendant les années 60, 70 et 80, c'est-à-dire pendant la grande période de l'histoire sociale, de nombreux doctorants s'occupèrent des fastes, des listes de gouverneurs d'une province spécifique ou d'un groupe de provinces. Avec le nombre croissant de ces fastes, la question devenait toujours plus pressante en ce qui concerne ce que ces travaux et les sources rassemblées dans leur contexte révélaient sur les provinces qui étaient administrées par ces gouverneurs. Il y eut une transition en douceur vers les recherches des 2 dernières décennies qui s'occupaient des structures du gouvernement romain dans les provinces ou dans un groupe de provinces, c'est-à-dire soit les structures de la juridiction ou soit les relations entre les représentants du pouvoir romain et les cités des provinces et leurs habitants. L'explosion du nombre d'explorations archéologiques après la Deuxième Guerre mondiale nécessitait des études rassemblant leurs résultats sous des perspectives communes à nombre de celles-ci. Pour une archéologie qui se conçoit comme science historique, choisir le niveau supralocal le plus important, c'est-à-dire celui d'une province ou d'un groupe de provinces avec des caractéristiques comparables, était facile à concevoir. 2 séries de publications, la série History of the Provinces of the Roman Empire de la maison d'édition Routledge and Kegan-Paul et la série Orbis Provinciarum de la maison d'édition Zabern ont voulu de publier une monographie pour chaque province. Routledge and Kegan-Paul fut beaucoup plus ambitieuse que Zabern 2 décennies plus tard. Dans la série anglaise, 3 monographies très compréhensives et détaillées ont été publiées traitant de tous les aspects de l'histoire et de l'archéologie de la province en question.
l'histoire politique et militaire comme les structures ethniques, sociales et économiques et les phénomènes religieux. Le volume de Gesa Alföldi, qui traite du Noricum, est probablement le mieux réussi. Depuis le début, le comité des éditeurs de Zabern a offert aux auteurs moins de place et moins de possibilités de traiter de leur sujet d'une façon scientifique, et cette tendance s'est accrue pendant les années. Le volume le plus brillant sous ces conditions est probablement celui de Christian Marek, qui étudie la Provincia Pontus et Bithynia. Les deux essais ont échoué avant même que la plupart des provinces aient été traitées dans leur contexte, la plus ancienne après seulement 3 volumes. Apparemment, trouver en public pour une telle entreprise n'était pas facile, tout comme recruter des auteurs qui étaient détaillés avec leurs tâches et finissant leurs travaux dans le temps. Mais plusieurs volumes qui étaient commencés dans une de ces deux séries ont été publiés en dehors de ces contextes. De plus, un certain nombre d'études conçues d'une façon totalement indépendante offrent des vues d'ensemble détaillées et pertinentes sur les régions traitées, comme le livre de Maurice Sartre sur le Levant antique d'Alexandre à Zénobie, celui de Christian Marek sur l'Asie mineure ou celui de Patrick Leroux sur la Provence hispanique. Une tentative visant à aborder l'histoire de Provence a également été faite dans le monumental Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Mais les articles de plus de 10 volumes offrent pour la plupart seulement l'histoire politico-militaire de leur province aux lecteurs. Une certaine compensation en ce qui concerne l'histoire économique des provinces européennes fut conçue dans les mêmes années 70 sous la direction de Friedrich Vittinghoff comme le premier volume du Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte et publié en 1990. Finalement, l'histoire religieuse d'un petit nombre de provinces est traitée dans les dernières années dans le cadre de la série Religion der römischen Provinzen. La rédaction et l'édition d'un volume qui rassemble des études traitant de toutes les provinces de l'Empire ont été faites seulement une fois après Fergus Miller, le deuxième volume de la publication de François Jacques, Claude Lepellet et Jean Scheid, Rome et l'intégration de l'Empire. Une série de 4 conférences ne peut pas rivaliser avec des livres. Elle peut seulement discuter des exemples très significatifs ou particulièrement méconnus. Par leurs moyens, je voudrais démontrer de quelle façon les différentes sources publiées dans les dernières décennies ont augmenté et réorienté nos idées des provinces romaines et du gouvernement romain dans ces provinces. J'ai choisi 4 exemples qui montrent clairement, à mon avis, le progrès de nos connaissances sous des aspects divers. D'abord, la Provence germanique. Des fouilles archéologiques, mais également des trouvailles épigraphiques heureuses, ont aidé à surmonter un certain impasse dans le cas de ces provinces qui ne sont pas documentées par un grand nombre de sources littéraires. Cela ne vaut pas seulement pour le début des 2 provinces et la question tant de fois discutée de l'existence d'une provincia germania, mais également pour le IIIe siècle avancé, une période particulièrement mal documentée dans tout l'Empire. De plus, elles offrent des informations pour la réalité quotidienne d'un gouverneur, c'est-à-dire des questions pour lesquelles on attend des réponses seulement de l'Égypte en raison de sa documentation exceptionnelle provenant des papyrus. L'image qui résulte de ces informations est celle d'un gouvernement beaucoup moins primitiviste que celle qui était dominante dans les années 60 et en particulier chez Fergus Miller. Le deuxième exemple sera la Macédoine, une des plus vieilles provinces romaines et la première constituée dans la partie orientale de l'Empire. C'est l'épigraphie en particulier
qui nous informe sur la manière dont le pouvoir romain s'est installé et développé dans une province qui seulement fut conçue après 40 ans de tentatives de contrôle sur une région sans y installer un représentant du pouvoir romain et de formation romaine. La Macédoine est également une province qui a changé ses limites comme presque aucune autre, et cela en raison des demandes politiques et militaires très différentes. Finalement, c'est une province qui était particulièrement marquée par la colonisation romaine. La troisième conférence sera dédiée à 2 provinces d'Asie mineure, qui ont été mises en lumière par des trouvailles épigraphiques dans les dernières décennies d'une façon particulière, mais pour différentes périodes de leur existence. Dans le cas de la provincia Lycia, on apprend comment le premier gouverneur organisait une province dans une région particulièrement développée de l'Empire, c'est-à-dire sous des conditions très différentes de celles de Germanie. En ce qui concerne la provincia Lycia, d'un côté, on laissait les institutions locales agir d'une façon indépendante, même dans un domaine aussi central que les impôts pour Rome. De l'autre côté, on trouve un grand nombre d'interventions des gouverneurs romains dans des domaines si différents qu'on peut parler d'une vraie politique de développement. Dans le cas de la provincia Pontus et Bithynia au IIIe siècle, une source exceptionnelle, une série de 21 points avec des légendes particulièrement riches, nous donne des informations uniques sur le gouverneur d'une province pendant cette période, sur l'institution du curato républicain, mais également sur les idées de l'empereur Dès. À la fin, on discutera une province avec une documentation spécifique, l'Égypte. Beaucoup de chercheurs ont cru, et plusieurs le croient encore, que non seulement la documentation est spécifique, mais que la province et ses structures ont été très, très particulières. Cette question sera discutée par un sujet central du gouvernement romain, la juridiction. J'ose espérer qu'à la fin de ce passage par l'Empire de l'Ouest à l'Est et du temps d'Auguste jusqu'au milieu du IIIe siècle, vous ne connaîtrez pas seulement certaines des plus importantes trouvailles des dernières décennies, mais que vous aurez également une idée de l'importance de ces sources récemment publiées ou discutées sur nos connaissances de l'Empire romain en général. Les aspects qui intéressent en particulier sont les questions à savoir dans quelle mesure cet empire est arrangé parmi les empires prémodernes, selon des aspects comme l'utilisation de l'écriture, le caractère de l'administration, les idées sur les objets de la politique de l'empereur et de ses représentants. Les régions au bord du Rhin étaient les dernières étapes d'un grand processus de l'expansion de l'Empire romain, caractérisé pour l'époque d'Auguste. Ces derniers avaient eu plusieurs raisons pour cette expansion. Certaines menaces extérieures devaient être éliminées. Dans certaines régions, la situation était prête à former ou grandir une province depuis des décennies, etc. Mais la raison le plus importante pour Auguste était sans aucun doute de gagner du prestige militaire par lui-même et pour ses successeurs présomptifs, ainsi que justifier le pouvoir reçu en 27 avant Jésus-Christ et prolongé dans les étapes régulières. Particulièrement le haut commandement, d'abord sur la plus grande part de l'armée romaine et à la fin de sa vie sur la totalité de cette armée, devait être justifié. De cette façon, lui ou ses successeurs avaient d'abord conquis le reste de la péninsule ibérique et après les Alpes, l'Illyricum, jusqu'au Danube et la Germanie. La question fut longtemps discutée, à savoir si avant l'insurrection d'Arminius, dans les yeux des autorités romaines, la conquête était considérée comme réussie, c'est-à-dire si une provincia germanica avait été créée. Les sources littéraires étaient si maigres
et leur représentant si déformé par les événements suivants que le doute restait chez la plupart des chercheurs. Dans cette question si contestée, l'archéologie a changé la vue scientifique. Cela vaut moins pour les fouilles par Werner Zahnier et autres collègues des installations militaires, même si elles permettent aujourd'hui de reconstituer les routes de marche des troupes sous le commandement de Druze et Tibère beaucoup mieux qu'autrefois. Les résultats de fouilles à Lahnau-Waldgürmes, chez Gießen, par Sigmar von Schnurbein, Gabriele Rasbach et Armin Becker, depuis 1993, étaient toutefois plus importants et étonnants. Là, on a fouillé une petite ville à caractère civil de 7,7 hectares qui existait entre 6 avant Jésus-Christ et 9 après Jésus-Christ. Rien parmi les trouvailles ne laisse penser à la présence de soldats autres que dans le contexte d'un passage. Au contraire, la ville est dominée par un grand forum avec 5 bases pour 5 statues. Comme le reste d'une statue équestre de bronze le montre, on trouve ici même déjà des exemples de l'habitude méditerranéenne d'honorer les personnes les plus importantes par des statues. Apparemment, la ville était conçue comme centre administratif d'un territoire d'une tribu germanique ou celtique. Jusqu'à ces fouilles, aucune trouvaille archéologique n'avait démontré d'une façon si évidente comment la conquête d'un territoire en dehors des limites de l'Empire implique une politique de construction de villes civiles. Les fouilles ont démontré que la conquête d'une province au temps d'Auguste et, a fortiori, sous ses successeurs, implique une politique de sédentarisation et d'acculturation envers la population civile beaucoup plus riche et étendue que les historiens n'avaient pensé avant ces fouilles. Dans le futur, on ne peut plus coulisser sur le côté des remarques comme celle de Dio que des villes étaient construites dans la Germanie, Poleis und Eukitzenter, et que les Germani commençaient à se réunir dans le contexte purement pacifique, synodus te Erenices et Poiuntu, ou les remarques de Tacite sur l'effort de Agricola à inciter la population de la Provincia Britannia, nouvellement soumise par l'aide financière et technique romaine à construire des temples, des forats et des maisons. Varus n'était pas l'idiot que l'historiographie en a fait après la catastrophe du Saltus Teutoburgiensis. Comme d'autres commandants des armées d'expansion, il était membre de la famille d'Auguste. Avait des expériences militaires comme légat d'une légion, un travail des dernières années l'a démontré, était un diplomate habile comme les sources utilisées par Flavius Josephus le montrent. Ces sources, qui furent produites avant les événements de l'an 9, montrent un gouverneur de la Syrie qui défend les intérêts de Rome avec fierté, mais également à vue d'œil, et qui ne se laisse pas prendre dans les querelles entre Hérode et sa famille. Apparemment, les représentants du pouvoir romain et de son premier empereur s'occupaient plus que l'on a pensé à ce que la population civile s'adapte à la mode méditerranéenne de vivre et soutenait ses efforts avec de l'aide technique et financière. En plus, ils étaient aussi plus occupés à exploiter les possibilités économiques des régions soumises comme Moses Finlay et les primitivistes le pensaient. L'exemple le plus impressionnant était des lingots de plomb qui furent trouvés il y a quelques années dans 2 épaves, une à Sainte-Marie-de-la-Mer et une à Reina Maiore en Sardaigne. Leurs inscriptions se réfèrent au plumbum germanicum, plomb de Germanie, ou au germanicum, et nomment Auguste comme propriétaire avec des formules telles que Imperatoris Caesaris ou Augusti Caesaris.
L'analyse isotopique de ces lingots et des autres lingots, en trouvé à Brilon, dans son site minier du Sauerland, et en autres conservés au musée de Soest, a montré que 3 des 4 lingots du plomb proviennent des mines du Sauerland et la 4e du Lüderich dans le Bergisches Land. Les mines du Sauerland étaient à plus de 130 km à l'est du bord du Rhin et à plus de 150 km du centre du pouvoir romain dans la région, la future Cologne. Comme dans le cas des autres revenus de l'État romain et de son prince, le mode d'exploitation était le fermage, comme la mention des Sokii dans le cas d'un lingot provenant d'une épave au large de Fos-sur-Mer le montre. La cargaison de cette épave suggère que le lingot date de la seconde moitié du 1er siècle. Que cette exploitation des ressources ait été lucrative est illustré par 2 inscriptions de Cologne. Ces inscriptions funéraires se réfèrent à 2 membres de la soi-disant Familia Caesaris, un caissier d'Auguste et de Tibère, divi Augusti et Tiberii Caesaris dispensator, et un libertus de Livia nommé Vedianus, c'est-à-dire provenant de l'héritage de Vedius Pollio. 2 éléments sont importants dans notre contexte. Dans le cas de la tombe monumentale du dispensateur, ce sont ses dimensions. Elle a un diamètre de 5,5 mètres, c'est-à-dire la moitié du Eichelstein, le monument à Mayence, considéré comme celui de Drus. Apparemment, ce dispensateur, cet esclave du prince, a eu un grand péculium, une grande propriété, gagnée dans le contexte de son activité, probablement pour le fiscus Caesaris. Dans le cas de la 2e inscription, il est important de signaler que ce libertus a été libéré par Livia. Bien sûr, nous ne savons pas la fonction qu'il a exercée. Il peut être un expert pour une tâche domestique ou personnelle, un médecin par exemple, qui eût été envoyé par Livia à Germanicus et à Agrippina. Mais il peut également être un libertus, qui s'occupait des intérêts financiers de Livia, ayant par exemple la fonction de villicus. Cela est un autre résultat des documents récemment publiés. On a longtemps su qu'après la conquête de l'Égypte, Auguste a donné un grand nombre de usiae, c'est-à-dire de grands domaines, à ses parents et ses amis. Un nombre de papyrus se réfère à ces domaines nommés d'après leurs propriétaires comme Marcus Agrippa ou Livia. Mais ce n'est pas seulement dans le cas d'un territoire bien organisé et exploité, déjà avant la conquête romaine comme l'Égypte, qu'Auguste a agi d'une telle fonction. Aujourd'hui, on peut également montrer pour des provinces beaucoup moins développées qu'Auguste a fait cadeau de grands saltus à ses proches et à ses collaborateurs les plus importants. Dans le Senatus Consultum de Gneo Pisone, on mentionne un saltus situé en Illyricum qui a été donné en récompense, donatus erat, à Gnaeus Piso Pater Père par le divin Auguste. Sur le marché antiquaire était offert il y a quelques mois un lingot de plomb, provenant d'après ses caractéristiques de la Serbie. Sur le lingot, on trouve dans une table ansata l'inscription Metallo Messalini. Apparemment, ce lingot provient d'une mine en la possession d'un certain Messallinus. Le nom est si rare qu'on peut l'identifier avec grande certitude avec Marcus Valerius Messalla Messallinus, marié à une nièce d'Auguste et gouverneur d'Illyricum en 6 après Jésus-Christ. Quand il est parti avec la plupart des troupes de sa province pour attaquer le règne de Marbot sous le commandement de Tibère, la grande révolte illyrienne a éclaté. C'est un compagnon de Varus, et peut-être Varus va recevoir des saltus en Germanie, si il n'est pas perdu. Mais ce ne sont que
le début de deux provinces germaniques qui sont mis dans une nouvelle lumière par des trouvailles récentes. La même chose vaut pour la réalité quotidienne pendant les siècles suivants. Aujourd'hui, on est beaucoup mieux informé sur l'emport dans ces provinces et sur le marché des aliments à cause du rassemblement des tituli picti de deux Germanies et de la récit et de leur publication par Ulrike Emig. La construction de nouvelles stations de métro, à Cologne en particulier, a apporté un grand nombre de tituli picti. Aujourd'hui, Cologne est, avec 326 tituli connus, la ville avec le plus grand nombre de ces inscriptions après Rome et les cités près du Vésuve. Ces tituli, provenant pour la plupart de la deuxième moitié du 1er siècle, nous montrent d'un autre côté les routes d'emploi longtemps connues de certains aliments. L'importation de l'huile de la bética, des olives et du vin de la même région et du sud de la France, l'apport du garum de l'Espagne et de la Provincia Narbonensis, le transport du vin de ces provinces, mais également des provinces dans l'est du monde méditerranéen et en particulier de Crète et de Rhodes. Mais on peut aujourd'hui également prouver qu'on a importé dans des pots des matières colorantes de l'Italie, de pourpre, de canusium et de verre de gris. En plus, il est maintenant documenté que du garum pompeianum était apporté au bord du Rhin. Jusqu'à la publication de Ulrike Emig, la recherche était d'avis qu'il était destiné seulement au marché local italien. On détient également le premier témoignage montrant que des vins de Luna en Étrurie et de Gênes dans la Liguria ont été bu dans la Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Ces contacts commerciaux avec l'Italie, qu'on ne connaît pas des autres lieux de trouvailles de tituli, sont peut-être une dernière conséquence de la présence des personnes les plus importantes de l'Empire dans les Germanies au début de notre ère. Mais on peut également considérer que ces contacts résultaient de l'origine des vétérans avec qui la Colonia a été fondée en l'an 50. Mais ces tituli n'offrent pas seulement de nouveaux horizons en ce qui concerne le monde économique. En 1993, Jérôme France a souligné que nous ne savons rien des portoria municipaux, des octrois locaux perçus par des cités en ce qui concerne la partie occidentale de l'Empire, sauf Masilia. Mais sur un titulus nouvellement trouvé à Cologne, on lit domestici usuarii. Certes, usuarium a des significations différentes, mais en combinaison avec une inscription de Rome, CIL 6, numéro 8594, quid usuarium vehitur, ansarium non debitur, l'interprétation la plus vraisemblable est que le contenu du pot ou de l'amphore était libre du ansarium, d'un octroi pour des marchandises introduites dans une cité, parce que le contenu était seulement destiné pour l'usage privé, individuel et quotidien. À Mayence et à Augsbourg, des observations similaires furent possibles. Le contact personnel fut sans aucun doute décisif lorsque Publius Calvisius Sabinus Pomponius Secundus, legatus Augusti exercitius Germaniae Superioris et un fameux connaisseur, a laissé apporter sa garum scombri de la Bética à Mayence. La notation explicite flos sur la cruche d'amphore montre qu'il était d'une qualité exceptionnelle. Dans le cas d'un autre gouverneur, Saturius Secundus, procurateur Retiae, dans les années 77 jusqu'à 80 après Jésus-Christ, on a même pu mettre la main sur 2 étapes de sa cargaison. Une amphore, lui, était destinée et marquée comme celle de Calvisius Sabinus Pomponius Secundus avec garum scombri flos anorum duorum,
a été trouvé à Arles, où le produit était transbordé de bateaux provenant de la Baltique dans des bateaux fluviaux pour être transportés par le lac Léman et le voie terrestre à Augsbourg. On a trouvé 2 exemples. Dans le cas de la récit, un tel titulus offre encore une fois des renseignements sur un sujet longtemps discuté sans résultat en raison de manque de sources. On connaît dans le cas de cette province, pour tout le 1er siècle, aucune inscription qui ne provienne pas d'une installation militaire et qui se réfère à un gouverneur ou des officialis praesidiis. En raison de cette manque de sources, la question du lieu où le gouverneur de cette province s'est installé, c'est-à-dire la cité qui était la capitale de la récit, est controversée et sujette à discussion depuis longtemps. Certains ont voté pour Augsbourg, où on connaît des témoignages des gouverneurs et des officialis pour le 2e et 3e siècle, et qui était le Caput Viae Claudiae Augustae, c'est-à-dire de la route en provenance d'Italie. D'autres penchent pour Cambodunum, dans le cas duquel on ne connaît plus de monuments archéologiques du 1er siècle. Dans cette controverse, les amphores de Saturius Secundus laissent le plateau de la balance s'affaisser de manière finale et décisive vers Augsbourg. Encore une fois, il se confirme que même s'il n'y a apparemment pas de décision officielle sur la question, à savoir quelle cité d'une province assumait la fonction d'une capitale, il y a normalement une grande continuité en ce qui concerne le lieu où le gouverneur de province romain passait l'hiver, où les officiales avaient été logés et où les archives du gouverneur étaient installés. Dans une couche gouvernante qui estime le mos maiorum à un tel degré, ça n'étonne pas du tout. L'activité et les lieux de résidence d'un gouverneur sont également éclairés d'une façon particulière par un témoignage longtemps discuté de façon trop superficielle. En 1964, Hans Klumbach a publié 2 fragments d'un plat de type Hofheim 129, une sorte de terra nigra produite entre l'époque julio-claudienne et le milieu du IIIe siècle. Ces fragments, trouvés dans un puits à Mayence, transmettent les 3 dernières lignes d'une inscription plus longue. Dans l'état original, il devait avoir au moins 4 lignes. Le texte fut écrit avec un stylus avant que le plat ne fût cuit. Il va comme suit. Denuntiavi Tito Elvisio Secundo, ou denuntiavit Elvisio Secundo, uti adsit mogontiaci ante praetorium publici Marcelli ad hiberna legionis 2 et 20 primigenia pie fidelis. Le texte a été utilisé dans la recherche scientifique seulement en fonction des informations sur le palais officiel du gouvernement romain de la Germanie supérieure. Les discussions ont porté sur l'emplacement du prétoire à l'extérieur du camp légionnaire, ainsi que sur l'appellation du prétoire selon un gouverneur du début des années 20 du IIe siècle. Une question qui a été à peine abordée est celle de la fonction de cette notice. Klumbach a pensé qu'elle était une notice écrite par un envoyé d'un praefectus castrorum. D'après lui, ce praefectus castrorum voulait commander des plats et a été envoyé l'auteur du texte à l'atelier. Après la commande, l'envoyé avait écrit cette note pour informer le praefectus de la date et du lieu où la livraison allait être remise. D'autres chercheurs ont souligné la fragilité d'une telle hypothèse. Ils ont proposé d'autres interprétations possibles, une apparition comme témoin par exemple. Mais on ne trouve pas une argumentation détaillée, précise et convaincante. Une telle explication doit donner du sens aux mots individuels et au texte global. Pour y arriver, il est utile de commencer par le premier mot, denuntiavi. Denuntiare n'a pas seulement la signification parler d'une façon solennelle, souvent même menaçante, mais également citer en justice.
Il existait même une procédure appelée litis denunciatio. Dans le cas d'une telle procédure, une partie citait l'autre en justice par une citation écrite de caractère privé, mais sur laquelle la cour en question était informée. D'après la plupart des historiens du droit, cette procédure était typique seulement pour le IVe et Ve siècle, c'est-à-dire l'Antiquité tardive. D'après ces auteurs, pendant le Haut Empire, la procédure normale était comme au temps de la République le vadimonium, la promesse verbale, commune et réciproque des deux parties d'apparaître dans la cour de justice. Bien sûr, il connaissait un Senatus Consultum de 129 où il est mentionné qu'on pourrait être cité par écrit en justice. Denuntiatum esset eid aut litteris vel edicto. Mais il n'est pas dit de façon explicite que cela pourrait être appliqué par une personne privée et pas seulement par un magistrat, la soi-disant denunciatio ex autoritate. Bien sûr, on trouve chez l'auteur Aurelius Victor la notice que Antoninus Pius aurait aboli les vadimonia et aurait introduit d'autres procédures plus faciles pour citer quelqu'un en justice. Mais la recherche a argumenté que cela était une faute de l'auteur qui avait transféré un phénomène de 100 ans, c'est-à-dire de l'Antiquité tardive, à l'époque d'Antoninus Pius. On connaît depuis longtemps des citations décrites d'Égypte, mais on les a poussées à côté avec les arguments, primo, que l'Égypte n'était pas une province comme les autres, et secondo, que le stratège, c'est-à-dire l'autorité officielle la plus haute du lieu, faisait partie de cette procédure. Le dernier argument ne convainc pas dans le cas de citations provenant de la Provincia Arabia et publiées en 1989. Ces citations en justice étaient rédigées par la personne qui les utilisait, une certaine Babata. Pour valider ces citations, elle a toujours eu recours à des témoins. Bien sûr, ces citations sont en grec. Ce qui manque, comme il semble, c'était des litis delationes rédigés en latin. Les documents qui proviennent des cités du Vésuve sont des vadimonia. Mais ces vadimonia de Pompéi et Herculaneum ne sont pas seulement des contrats verbaux, mais déjà des enregistrements écrits de tels contrats. En plus, ils contiennent l'information qu'on se promet d'être à une certaine date, à un certain lieu, décrit d'une façon bien détaillée. Par exemple, Puteolis in foro ante aram Augusti Hordonianum ou Rome in foro Augusto ante aram Martis ultoris proxime gradus. C'est justement la même structure que dans le texte de Mayence. D'abord la cité et après le lieu concret avec des détails précis. Et ces détails ont une fonction. Quand le citant décrit le lieu d'une manière si précise, il était assuré que son adversaire ne puisse pas s'excuser par le fait qu'il n'ait pas bien compris et qu'il soit allé à un autre lieu. Même le fait qu'on citait son adversaire devant le prétoire ou le tribunal au forum et non pas au prétoire avait sa fonction dans le système juridique romain. C'est une vieille idée de la pensée juridique romaine d'offrir aux deux adversaires la possibilité d'un accord à la dernière minute. Finalement, la mention du gouverneur dans le plat de Mayence est bien compréhensible. Il était le juge devant qui l'auteur du texte du plat voulait citer son adversaire. Pour résumer, le texte du plat de Mayence nous offre le premier exemple d'une litis denunciatio pour la partie ouest de l'Empire. Il confirme que les citations de Babata ne reflètent pas une coutume locale, mais comme beaucoup d'autres éléments de ces documents, une pratique romaine. Il montre que la notice d'Aurelius Victor n'est pas un anachronisme, mais que Pius a confirmé un usage déjà courant.
Dans les lignes qui sont perdues, on doit supposer la date pour laquelle on se met devant le prétoire du gouverneur et la mention de la présence des témoins. Finalement, la cuisson a peut-être eu la fonction de sceller, c'est-à-dire de protéger le texte original contre un changement. Une confirmation de cette interprétation du plat est apportée par des trouvailles dans une tombe dans les environs de Saintes, Mediolanum Santonum, jusqu'ici ignorée par les historiens du droit romain. Cette tombe fut construite après 172 après Jésus-Christ parce qu'on y a trouvé une pièce de monnaie de cette année. Dans cette tombe, 2 difixiones, c'est-à-dire 2 tablettes de plomb avec des formules des exécrations, ont été trouvées au XIXe siècle. Comme beaucoup d'autres difixiones, elles étaient probablement déposées dans une tombe déjà existante. Le texte est le suivant. Je ne cite pas les passages magiques. Denuncio personis infrascriptis Lentino et Taschilo uti adsint ad Plutonem. Quomodo hic catellus nemini nocuit, sic, nec illi hanc litem vincere possint. Quomodi nec mater huius catelli defendere potuit, sic nec advocati eorum eos defendere non possint, sic illos inimicus, ad Proserpinam hinc. C'est-à-dire, d'après la traduction de l'inscription latine de l'Aquitaine, je somme les personnes dont le nom suivent, Lentinus et Taschilus, de comparaître devant Pluton. De la même manière que ce petit chien n'a pas nuire à personne, qu'ainsi ces individus ne puissent gagner ce procès. De la même manière que la mère de ce petit chien n'a pu le défendre, qu'ainsi leurs avocats ne puissent les défendre, eux qui sont nos ennemis, et aussi devant Proserpine. Apparemment, l'auteur de ce texte a cité 2 adversaires au tribunal du juge suprême d'Enfer. Il ne les a pas sommés à un lieu près du tribunal, mais dans le tribunal même. La malédiction fut impitoyable. La possibilité d'un accord à la dernière minute n'était pas prévue. Le plat nous donne le premier exemple d'une litis denuntiatio pour la partie occidentale de l'Empire. Il y avait probablement des millions de telles dénonciations dans le contexte des procès devant les gouverneurs de l'Empire, desquels rien ne reste parce qu'elles furent été écrites sur des matériaux non durables comme des tablettes de cire. Les défictions, au contraire, étaient souvent écrites sur des tablettes de plomb. Pour cette raison, il n'est pas possible de contester que maudire ses adversaires lors d'un procès était une pratique courante dans tout l'Empire. On connaît même un exemple provenant de la Germanie supérieure, de Nida. Dans ce cas-là, l'auteur adjure le man d'en bas, afin que Marius Fronto, l'adversaire de Sextus, soit vain et ne puisse parler contre Sextus, afin que Fronto soit rendu muet dès qu'il se présentera devant le consularis, le gouverneur du rang consulaire, avant qu'il soit muet et qu'il ne puisse ni parler ni entreprendre quoi que ce soit. Un autre exemple, écrit sur 3 tablettes, provient d'Emporie, en Espagne. Là, on a placé dans une tombe d'époque d'Auguste sous le Flavien 3 tablettes avec des défictions connectées. Toutes les autorités de la Provence, le gouverneur, son concilium, le legatus juridicus de la Provence et le procurateur ont été maudits, ainsi que des légati des 2 civitates, les Olocitani et les Indicitani. Apparemment, c'était une affaire beaucoup plus importante que le procès de Mediolanum Pantonum. Certes, la mention de toutes les autorités de la Provence pourrait s'expliquer par le fait que le responsable de la malédiction ne savait pas qui allait décider de son affaire.
Mais la mention de 2 délégations de civitatis implique de toute façon une querelle au-dessus du niveau local. Tout un groupe de defectiones qui sont nés sans aucun doute dans le contexte du procès du gouverneur et connus de l'autre côté de la mer Méditerranée, de Kourion à Chypre. Mais on n'usait pas seulement de la magie pour nuire à ses adversaires. Dans l'Arabie du IVe siècle après Jésus-Christ, un rhéteur avait cherché à devenir invincible dans un procès devant le dux, le commandant militaire, en inscrivant des formules magiques dans une lamelle d'or. User de la magie lors des procès dans les provinces était apparemment beaucoup plus commun que l'on ne le pense aujourd'hui. On ne doit pas surestimer la rationalité même du système juridique romain. Mais retournons encore une dernière fois aux 2 provinces germaniques. Christian Witschel a dressé en 2011 un bilan très sceptique de nos connaissances du IIIe siècle avancé, c'est-à-dire de la période entre la mort de Sévère Alexandre et Dioclétien. L'archéologie, mais également l'épigraphie, ont révisé ces bilans au moins pour la première décennie de cette période. On savait, en raison des notices chez l'auteur Herodianus et dans l'Historia Augusta, que Maximinus Thrax a fait une campagne dans la Germania Libera après son usurpation. Mais le texte de l'Historia Augusta est corrompu et la méfiance envers ces 2 historiographes, connus pour leur manque de fiabilité, est grande. Une nouvelle base pour l'interprétation historique a été acquise par des trouvailles fortuites de 2 utilisateurs privés de sondes pour métaux. Ils ont trouvé dans les premières années de ce siècle, sur la face ouest du Harz, des objets qu'ils tiennent pour médiévaux. Quand on a reconnu en 2008 que ces objets, par exemple une hipposandale, sont des pièces de l'armée romaine, une prospection systématique du terrain a commencé. L'année dernière, un premier bilan a été dressé par une exposition. On a sans aucun doute trouvé le site d'un combat entre les Romains et les Germains au IIIe siècle et vraisemblablement pendant la campagne de Maximinus Thrax. Une dolabra qui appartient à la Legio Quarta Severiana Alexandriana Flavia n'offre pas seulement un terminus postquem, mais également un certain terminus cuius. Pendant le repli, certains guerriers germaniques ont essayé de bloquer le passage, mais étaient encerclés à leur position. Dans le contexte de nos questions, il n'est pas seulement important et étonnant que l'Empire romain ait été capable de telles offensives. En plus, la proportion avec laquelle cette formation utilisait des armes de distance mécanisées, même dans un combat de forêt, étonne. Apparemment, on a apporté les balistes pour des sièges ou des batailles sur des champs ouverts, mais on les a même utilisés sur ces terrains peu adaptés à cette méthode de combat. L'image d'une armée beaucoup plus sophistiquée et développée qu'on a pensé, même au milieu du IIIe siècle, se profile. Ce profil est confirmé par 2 documents nouvellement connus. En 2006, un document d'un type nouveau, comme les éditeurs l'ont nommé, a été publié. Cette tabula de bronze confirme la honesta missio d'un soldat appartenant à la Legio II Edvicesia Primigenia Pia Fidelis, la garnison de Mayence en 240. Il a été recruté sous Caracalla, c'est-à-dire entre 211 et 217. La durée du service des légionnaires étant de 25 ans pendant le Haut-Empire, la question se pose s'il était recruté en 215. Peter Weiss et moi-même publierons dans un futur proche un document plus complet de la même nature.
Il concerne également un soldat dans la Légion de la Germanie supérieure, la Legio Octava Augusta, la garnison de Strasbourg. Ce soldat a incontestablement été recruté en 215. Comment doit-on interpréter ces documents? Les tabulae honesti missiones en bronze sont, contrairement aux soi-disant diplômes militaires, très rares. Jusqu'en 2006, on connaissait seulement 5 documents de ce type, parmi ceux-ci seulement un pour un légionnaire. Contrairement au don du connubium et de la civitas romana aux auxiliaires, qui fut documenté par le don d'un diplôme de bronze gratuit à chaque vétéran, au moins pendant la période entre Claude et les guerres marcomanes, l'honesta mission n'était apparemment normalement pas le motif pour le don d'un diplôme. Les rares bronzes de honesta mission ont jusqu'ici toujours été expliqués par le souhait de certains individus d'avoir un document comme un diplôme militaire et payé par ces personnes. Maintenant, on connaît 2 documents provenant de la même année et de la même province, la Germanie supérieure, et en plus, un pour un auxiliaire de Pannonie supérieure en 240. 3 documents d'un type exceptionnel pour la même année ne pourraient pas être le résultat d'un hasard. Apparemment, au cours de cette année, on n'a pas seulement donné l'honesta missio aux soldats des légions de la Germanie supérieure et des formations auxiliaires de la Pannonie supérieure au temps prévu, on a également célébré cet événement par le don général d'une table de bronze à chaque vétéran. On devine la raison quand on lit chez Herodianus qu'aux côtés des opposants de Maximinus Thrax, lors du siège d'Aquileia au printemps de l'année 238, se trouvaient des troupes de Germains. La raison était que Marcus Claudius Pupienus Maximus, un des 2 empereurs de la partie sénatoriale, était très apprécié par les Germains. Comme l'auteur le dit, c'était l'effet de la sympathie déjà ancienne que ceux-ci avaient pour lui depuis le temps où il les avait gouvernés avec sollicitude. Le rôle important de ces soldats pour le succès des opposants de Maximinus Thrax avait des conséquences. Des soldats qui n'étaient pas à la fin de leur service militaire ont été recrutés pour la garde prétorienne. Cela est montré par une épitaphe d'un ex-centurio de la Legio XXI Primigenia. Mais les soldats qui étaient à la fin de leur service militaire ont reçu leur congé honorable après le retour de ces formations dans leur garnison. Mais on ne s'est pas limité à la procédure normale, on a plutôt opté pour une forme très solennelle avec une table de bronze. Cette reconstruction des événements peut servir comme base pour certaines conclusions. Un auteur mal estimé, Herodianus, est rétabli au moins à un certain degré. Jusqu'ici, on ne savait pas quelle province germanique était gouvernée par Pupienus. Maintenant, il est clair qu'il s'agissait du Legatus Augusti Pro Praetore Germaniae Superiores. Même si la base de Maximinus Thrax pour sa campagne contre les Germania Libera était Mayence, il n'avait apparemment pas réussi à gagner le cœur des légionnaires de cette province. Plusieurs raisons sont possibles. Il était peut-être décisif qu'au moment de son usurpation, il ne faisait pas partie des fonctionnaires de cette province, mais avait un commando sur les Tyronnus. Peut-être la formation régulière de la province avait été trop longtemps réservée au nouvel empereur pour être remercié par lui pour le succès de son usurpation. Peut-être la campagne dans la Germania Libera était trop difficile pour engendrer de la sympathie envers le commandant en chef. Ou, et c'est à mon avis la plus probable, il n'a pas congédié les soldats à la fin de leur service afin d'avoir une armée plus nombreuse. De toute façon, la vieille loyauté envers Pupienus et les opposants de Maximinus Thrax ont vaincu
contre des liaisons avec celui-ci. Les vainqueurs et survivants de 238 ont été remerciés par une honesta missio accompagnée d'un document représentatif sur bronze. Qu'on puisse impressionner ces grognards du bord du Rhin par un tel acte est un exemple final pour l'importance de l'écriture et des inscriptions, même dans une province non romanisée depuis l'époque républicaine et menacée par des attaques en dehors de l'Empire. J'espère que j'ai pu démontrer par l'exemple des provinces germaniques à quel point les résultats archéologiques et les trouvailles épigraphiques ont contribué à enrichir notre connaissance de ces provinces du Nord-Est et de notre compréhension de l'Empire en général. Je vous remercie de votre attention.